Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le sacre de Jordan Bardella. À tout juste 27 ans, il a été élu triomphalement à la tête du Rassemblement national ce week-end. Premier président du Rassemblement national à ne pas porter le nom de Le Pen. Entre les questions sociales et identitaires, quelle vision a-t-il pour le parti? On va le voir dans ce débat. Sur la scène de la Mutualité à Paris, Jordan Bardella a rendu un vibrant hommage à Marine Le Pen, l'actuelle chef du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui reste, dit-elle, pleinement mobilisée pour son parti. Je le sais, il reste encore beaucoup à faire. J'en suis consciente et sachez-le, je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays. Pour l'avenir, pour le mouvement comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maistot, bonsoir. Bonsoir Magali. François Coq avec nous également, bonsoir François. Bonsoir. Éric Revel parmi nous ce Madame, soir. messieurs. À l'heure. Merci on est ravis de votre invitation. Merci beaucoup. Et notre invité ce soir, Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, La Voix du Peuple. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue et merci beaucoup d'avoir Merci accepté notre invitation sur RT France. Alors on vient de l'entendre, on vient d'entendre les mots de Marine Le Pen, qui a donc passé la main à son dauphin, Jordan Bardella. Pourquoi l'avoir fait maintenant, selon vous, Didier Maistot? C'est malin, c'est le bon tempo, parce qu'effectivement, le nom d'abord du Front National, qui a été changé en Rassemblement National, était accolé à celui des Le Pen. Et ça faisait un peu dynastie. Dès lors qu'elle a eu comme idée et comme stratégie de dédiaboliser le Rassemblement National, de le rendre finalement acceptable comme un parti de gouvernement, raisonnable, il fallait aussi montrer qu'elle avait pris de la hauteur, quitter la présidence du parti et que ça n'apparaisse plus comme une petite entreprise familiale. Donc en plus, en propulsant Jordan Bardella, qui est sans doute, de mon point de vue en tout cas, et de loin le plus talentueux au Rassemblement national, lui, il va faire mal. Hein. On va en parler en détail, justement. Il a beaucoup d'atouts dans son escarcelle, me semble-t-il. On va parler de son parcours à Jordan Bardella. Éric Revel, c'était le bon moment pour passer la main, selon vous D'abord, il y avait un congrès, donc la séquence est intéressante parce qu'il y a eu juste avant une autre séquence qui était un peu plus challengée pour l'Assemblée nationale, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais j'aurais rajouté ce qu'a dit Didier Maistot, je voudrais faire une comparaison qui va peut-être en choquer plus d'un, mais en fait, Bardella, c'est un surdoué de la politique. Et il y a son équivalent, ou il y avait son équivalent du côté de la France insoumise, pour moi, qui était Quatennens. Ouais. C'est deux types qui sont très sharp, qui incarnent quelque chose, différent évidemment, mais qui sont des gens qui sont... ce qui est intéressant chez Bardella, c'est qu'il vient d'une famille modeste, il habitait en Seine-Saint-Denis, donc tout ça, on ne peut pas lui balancer à la figure, etc. Et en plus, je trouve que les premières décisions qu'il a prises sont intéressantes. Chirac disait, un chef, c'est fait pour cheffer. Hein. Bien. Ben lui, il a fait deux trucs qui ont montré, alors après, on peut en débattre, qui ont montré qu'il cheffait. Il a écarté des marinistes historiques, comme, on va en parler aussi. Comme Bruno Bild et j'oublie le nom, et Steve Briouat. Donc ça, c'est un acte de chef, même si on lui reproche des choses. Et puis, il était très malin. Vous avez vu qu'il a nommé comme premier vice-président Louis Alliot, qui était son concurrent, écrasé par 85% des suffrages pour Bardella. Un poste donc sur en fait, mesure. voilà. Alors après, il est capable de petite bourde, où il s'est fait reprendre par Tata Marine. Vous avez vu quand, par exemple, sur la manifestation de Lola, en faveur de Lola, appelée plutôt par une association proche de Zemmour, dans un premier temps, le RN et Bardella avaient dit oui, et Marine Le Pen a dit non. Donc, il faut aussi qu'il fasse attention. Quand on est surdoué, il faut continuer à bosser, parce que sinon, on peut aller dans le décor. Peut-être écouter les autres. Quel est votre avis sur Jordan Bardella, sa nomination, Jean-Frédéric Poisson? Son élection n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est le score. Oui, alors on va en parler aussi, on va le montrer d'ailleurs. 85%. 85%. On attendait, Louis Alliot est quand même un cadre historique du parti. Il y est depuis, pas qu'il est né, mais pas loin. Il a occupé toutes les fonctions, était directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Il était secrétaire général. On l'attendait plutôt autour de 35-40 qu'autour de 15. C'est une victoire assez écrasante. Deuxièmement... ça, vous l'analysez comment?
Je pense le fait que Louis Alliot ait tenu absolument à continuer dans la ligne ni droite ni gauche, bien au contraire, qui était celle autrefois de Florian Philippot, qui est restée celle de Marine Le Pen d'ailleurs. Je pense que ça a dû probablement déstabiliser un peu, y compris de ses soutiens, parce qu'il n'a quand même pas été élevé comme ça. C'est pas la ligne qu'il a tenue à l'intérieur du parti depuis qu'il y est. Donc cette espèce de changement de pied, à mon avis, a pu lui coûter cher. Mais je ne suis pas un spécialiste des arcades internes du Rassemblement national. Ce qui me fait réagir, c'est oui, il est très doué, c'est vrai. Ouais. Et son il est très doué, c'est vrai, mais c'est pas le seul et c'est pas le premier. Et tout le monde ne réussit pas forcément à cette condition. Il y a une règle en politique, c'est qu'il ne faut jamais oublier qui vous a fait roi. C'est ce qu'on dit souvent, mais souvent on oublie. Oui, et même en République, paradoxalement, ça fonctionne. Comment va fonctionner le président du Rassemblement national avec l'ancienne présidente par ailleurs du groupe parlementaire, ce qui est le poste évidemment aujourd'hui le plus en vue de ce parti, ça va être intéressant à regarder. En tout cas, la seule question qui lui est posée, elle est très simple. Le Rassemblement national fonctionne à peu près sans ligne politique claire depuis maintenant une dizaine d'années et s'en porte plutôt bien, si j'en crois les résultats électoraux. La seule question, c'est de savoir si Jordan Bardella restera sur la ligne actuelle du Rassemblement national, qui est de dire nous, on fait tout seul, on a besoin de personne, ou s'il en changera. C'est la seule véritable question qui se pose, et les mois qui viennent nous permettront d'apporter cette réponse. François Coq, votre regard d'analyste politique de gauche sur cette nomination de Jordan Bardella? Plus que Jordan Bardella, c'est comment effectivement il est arrivé là. On comprend bien que l'échéance pour Marine Le Pen, c'est 2027 à nouveau. Oui, elle l'a dit à demi-mot. Quoi qu'elle ait pu dire il y a quelques mois. Donc à partir de là, il faut que les histoires de tambouille et de boutiques soient réglées largement en amont. C'est ce qu'elle fait. Elle fait ça très loin de l'échéance. Le deuxième aspect, c'est qu'en mettant Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national, elle s'évite un concurrent. Jordan Bardella a sans doute de grandes qualités, mais il est très jeune. On ne le voit pas se mettre en perspective pour 2027. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura personne dans les pattes à ce moment-là. Et puis, le troisième point, c'est que Marine Le Pen a bien compris, je crois, que justement, je parlais de boutique, c'est pas en étant à la tête d'une petite boutique et en gérant une rente électorale partidaire qu'on peut gagner aujourd'hui l'élection présidentielle. Donc, elle fait un pas de côté, elle laisse finalement la gestion du parti à quelqu'un d'autre, elle se place un petit peu en surplomb et en extériorité, quand bien même elle est à la tête du groupe parlementaire, mais elle espère ainsi pouvoir rassembler derrière elle plus largement que si elle était encore totalement assimilée, voire consubstantielle au Rassemblement national. Alors on va le voir, Jordan Bardella a un parcours atypique, on l'a dit, par son âge d'abord, par son CV aussi, non diplômé du supérieur, enfant de la classe moyenne de Seine-Saint-Denis, fils d'une mère arrivée d'Italie dans les années 60. Écoutez-le, il a d'ailleurs rendu hommage aux deux femmes de sa vie. Je pense à deux femmes sans lesquelles je ne serais pas celui que je suis devenu aujourd'hui. Deux femmes auxquelles je dois tout et qui me sont particulièrement chères. Tout d'abord, ma mère, qui m'a élevé dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. La deuxième personne, c'est Marine Le Pen. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Hommage donc, on l'a vu, à sa mère et à Marine Le Pen qui lui offre quand même le premier parti de France, le premier parti d'opposition de France, Éric Revel. Est-ce qu'il aura les épaules selon vous? Est-ce qu'il a les épaules? Écoutez, on a dit que il était très doué, donc il part avec un a priori favorable. Maintenant, vous savez, c'est un peu comme dans tous les métiers. Si vous êtes juste doué et que vous ne travaillez pas, vous n'y arrivez pas. Il faut être doué et travailler. Et d'ailleurs, parfois, ceux qui travaillent et qui ne sont pas doués réussissent plus que ceux qui sont doués et qui ne travaillent pas. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je le pense. Oui, il a ses qualités. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la contestation dont on parlait tout à l'heure. Cette contestation, en fait, on l'a entendue même pendant la campagne entre Louis Alliot et Bardella. C'est-à-dire que des proches de Louis Alliot accusaient Bardella de dérive identitaire, de remettre le RN sur ces vieux rails qui lui avaient coûté si cher. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire, comment il va agir. Bon, là, il a cheffé environ les deux Briouat et Bild du bureau exécutif. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce matin, dans une interview sur RTL, pour ne pas la citer, il a quasiment appelé François Xavier et Madame Morano à rejoindre le Rassemblement national quand il pouvait, quand il voudrait. Alors, c'est intéressant parce que le vieux fantasme
qu'on connaît tous, d'une droite recomposée, ensemble, puisque cette droite est la plus vieille du pays, elle n'arrive jamais à s'entendre sur rien, et d'ailleurs elle permet à la gauche de gagner de temps en temps. En fait, là, il a lancé un truc qui est... Alors, il faut voir ce que Nadine Morano va dire, ou ce que Bellamy... Mais en tout cas, il tend une perche, puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une élection maintenant, alors moins importante, parce que le parti s'est un peu ratatiné, celle des Républicains, où suivant celui qui va l'emporter, par priori c'est plutôt Éric Ciotti, et bien là vous avez des ponts-levis avec des herses, mais vous avez peut-être des ponts-levis qui peuvent se baisser. C'est votre avis, Didier Maistre, cette perche tendue au ténor du LR? Dans la vie politique, il n'y a jamais d'union égalitaire. C'est toujours le plus fort qui aspire le plus faible. Et c'est ce qu'a compris très bien Jordan Bardella. Enfin là, il y a toujours eu un plafond de verre. Oui, mais vous voyez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui disent union des droites. Et effectivement, le mistigris créé par Mitterrand dans les années 80, avec Touche pas à mon pote notamment, qui a permis, et puis il y a eu d'autres choses, la proportionnelle, etc., en 86. Bon, on ne va pas rappeler l'histoire, mais quand même, les alliances, ça n'existe pas. On ne se marie pas au nom de l'intérêt supérieur de la nation. À un moment, vous avez un parti qui devient faible et un autre qui représente complètement la droite. C'est ce qui est en train de se passer. Mais vous dites la droite, hein, vous dites bien la droite. Oui, mais de toute façon, on ne va pas se mentir. C'est comme LFI et le reste de la gauche. Si vous voulez, il y a la social-démocratie qui est un maelstrom de gauche et de droite, mondialiste, européiste, etc. Et puis après, vous avez des forces d'opposition, la vraie droite et la vraie gauche, qui est représentée la vraie gauche par LFI et M. Mélenchon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne suis pas dans ce débat-là, et la droite, en tout cas pour les militants, pour le peuple de droite, qui est aujourd'hui de plus en plus le Rassemblement national. Donc comme la nature a horreur du vide, il le fait intelligemment, c'est le fort qui tend la main aux faibles, avec des gens dont on voit qu'ils sont des Rassemblements nationaux Canada Dry, comme Nadine Morano, même M. Ciotti, même s'il fait un peu de cinéma, M. Ciotti, mais bon, il est Rassemblement national, il faut arrêter de faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc voilà, donc je trouve que c'est une façon d'objectiver, de briser un tabou, de tendre la main et d'arrêter de dire alliance. Parce qu'on voit bien que les alliances avec Zemmour, ça va marcher, par exemple. Il faut une inclusion. En fait. Il faut non, je dirais même une fusion-acquisition. Mais vous gardez le board, vous gardez la structure dominante et puis vous aspirez tout le reste avec le savoir-faire et les clients. Oui, voilà, mais il faut toujours faire une OPA sauvage en la présentant comme une OPA amicale. C'est ça les OPA réussis, me semble-t-il. Est-ce qu'il n'y aura pas des obstacles auparavant? Vous parliez, Éric Revel, de Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui a donc été évincé du bureau politique du Rassemblement national avec Bruno Guilde. Écoutez justement ses motivations et sa réaction surtout. Il l'a envoyé via un communiqué, regardez. Alors que depuis de nombreux mois, je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle radicalisation, je ne peux voir dans mon éviction qu'une sanction pour avoir voulu sensibiliser sur un phénomène que les faits confirment, contraire à mon sens au ni droite ni gauche qui a prévalu pendant des décennies au Front National. Je regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant. J'espère que le Rassemblement national, qui n'est pas qu'un slogan mais une promesse faite à la France, n'est pas en train de céder au grand compromis nationaliste, cette stratégie d'union des droites radicales qui a échoué à la présidentielle, plutôt que l'ensemble des patriotes de droite comme de gauche. Ce rêve d'union des droites dont d'ailleurs Jordan Bardella ne s'est pas caché. Est-ce qu'il est possible, avec ce risque de scission au sein du Rassemblement national entre les marinistes et ceux qui sont plutôt, disons, zémouristes ? En tout cas, ce qui est intéressant de ce côté-là du spectre politique, c'est que le débat politique en tant que tel est assumé. Je le dis parce que tout à l'heure, Didier Maistre faisait un parallèle, un effet miroir entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. C'est un débat qui a traversé la gauche, mais qui est un débat qui est resté très souterrain. Les partis n'ont jamais voulu le mettre réellement en lumière. C'était notamment le cas à LFI. Ce débat n'a jamais eu lieu. Jean-Luc Mélenchon a changé de ligne tout seul dans son coin sans qu'il y ait de débat. Là, le débat est posé sur la table et finalement, c'est plutôt sain. Est-ce que, je crois que c'est Éric Revel qui nous ramenait il y a quelques semaines à Gramsci, à différentes stratégies de prise du pouvoir, tant d'un côté par la stratégie électorale qu'en commençant d'une autre manière en gagnant la bataille culturelle. Bon, là, c'est très exactement le débat que nous avons sous les yeux, à droite comme aussi à gauche. Je crois que Jordan Bardella prend un risque, cependant, en faisant ce qu'il fait là. Parce que,
finalement, De creuser davantage la scission. il change un petit peu ce qui était en train de se passer, qui portait aujourd'hui une dynamique. Il le change aujourd'hui dans un calendrier dont on se dit c'est un calendrier qui nous mène à 2027. Sauf que je doute pour ma part qu'il y ait une linéarité politique d'ici à 2027. S'il assume ce changement-là aujourd'hui en disant en ayant en perspective 2027, ça peut s'entendre. Rien ne nous dit que d'ici quelques mois, quelques semaines, le calendrier politique ne sera pas bouleversé. Et la forme d'incompréhension, je ne parle pas pour les militants du Rassemblement national, je ne parle même pas pour les sympathisants, je parle plus largement dans le pays, peut-être porter préjudice, en tout cas il y a une part de risque. Alors Jean-Frédéric Poisson, d'abord vous vouliez réagir, et Éric Revel ensuite. Je pense que si Jordan Bardella fait ça, c'est qu'il y a deux raisons. La première, c'est que le cœur, le noyau dur, et qui est le gros noyau des électeurs du Rassemblement national, sont d'accord avec ce qu'il dit là et sur les thèses qu'il prend concernant la civilisation, l'immigration, etc. Ils n'ont jamais changé d'avis. Voilà. Et la deuxième, c'est que les circonstances ont changé. Le Rassemblement national peut se payer le luxe d'une certaine manière de mettre un peu de côté les thématiques européennes, Schengen, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il y a quelques années parce que, d'une certaine manière, ça ne coûte pas très cher. Mais quand on voit le désordre et la violence dans lesquels on se trouve aujourd'hui, notre pays se trouve aujourd'hui, c'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Et de laisser pour le coup, alors à Reconquête et à ses amis, et en particulier votre serviteur, pas un monopole, mais en tout cas le soin d'être les seuls dans l'espace politique à s'occuper de ces thèmes-là. Ça, je crois que ça n'est pas possible. Mais vous, justement, en tant qu'adhérent, sympathisant à droite sur ces thématiques-là, est-ce que vous seriez pour une main tendue mais j'ai toujours prôné ça. Didier, on se connaît bien depuis longtemps, il le sait. Non seulement ça, mais en plus, nous, via la Voix du Peuple, passé 150 accords électoraux municipaux il y a 2 ans, dont 90 avec des têtes de liste issues du Rassemblement national, parfois de manière un peu par la bande ou l'escalier de service, parfois de manière parfaitement officielle. Ça ne nous a pas gênés parce que lorsque les projets sont bons, que les personnes sont prêtes à s'engager en politique comme nous souhaitons qu'elles le fassent et qu'elles sont d'accord pour travailler avec nous, qu'est-ce qui empêcherait, quelle raison empêcherait de travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens? Donc bien sûr que oui, j'ai milité pour ça aussi en son temps au moment des Européennes avec Nicolas Dupont-Aignan, mais il n'a pas souhaité poursuivre l'opération. Donc je fais partie de ceux qui travaillent depuis longtemps à essayer de faire se rassembler, pas l'union des droites, j'y crois pas. L'union des patriotes plutôt. Alors le rassemblement des personnes de bonne volonté, c'est comme ça que je désigne cette affaire. C'est un point clé, ça. Ni droite ni gauche, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'on prenne des thèmes qui sont plus penchés d'un côté de l'échiquier. Ni LR, ni PS, après... C'est la France, quoi, tout simplement. Ouais. Enfin, c'était d'ailleurs un des slogans du Rassemblement national, pour le coup, il y a quelques années. C'était ni droite ni gauche, mais de France, il me semble. C'était un des slogans de Jean-Marie Le Pen. C'était d'ailleurs assez juste, et c'est ce qui doit nous occuper aujourd'hui, en réalité. Et puis, dernier point, je ne crois pas que... il y ait des fractures si importantes que ça. Enfin, c'est pas l'impression que ça donne à l'intérieur du Rassemblement national, encore une fois. Monsieur Briouat, Monsieur Bild, de ce que j'en comprends, étaient dans le premier cercle de l'ancienne présidente. Ils ont été évacués de ce premier cercle. Ils ne sont pas contents de l'avoir été. D'ailleurs, ils étaient fâchés avant, puisqu'ils ont soutenu Louis Alliot. C'est pas un truc d'hier. Voilà, je pense que ce parti va continuer sa route assez tranquillement. On verra après si M. Bardella réussira. Je partage l'avis de M. Revel. Flaubert disait le talent, c'est 99% de travail et 1% de génie. Voilà, on va voir. Moi, je pense qu'il y a 2 choses dans l'affaire Briouat-Bild. Il y a d'abord ce que j'appelle le symptôme de l'amant politique et conduit. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est Briouat et Bild qui ont convaincu Marine Le Pen dans un restaurant du 8e arrondissement de se présenter à Hénin-Beaumont. Ce qu'on a appelé ensuite le clan des Nains-Beaumont. Donc, évidemment, ils ont une espèce de trahison d'amour, quasiment, pour celle qu'ils ont aidée, qui les a fait aussi évoluer dans le parti, et qui aujourd'hui les lâche en race campagne. Parce que d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas intervenue pour demander à Bardella, qui est le patron du parti, de revenir sur sa décision. Mais il y a une deuxième chose. Je me demande s'il n'est pas dans la bonne stratégie, Bardella. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ni droite ni gauche, qui était une idée assez géniale à l'époque de Briouat et du clan d'Hénin-Beaumont, était une idée qui a permis au Rassemblement national, quand économiquement le parti a pris son virage de libéral vers un programme économique qui était plus celui du Parti communiste des années 80, il faut se le dire, autre chose. 80. Voilà, programme. Donc en fait, il a cette stratégie a permis
au Rassemblement national d'en être là où il en est. C'est vrai, c'est vrai. Ni droite, ni gauche, avec un programme économique très marqué, plutôt à gauche. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, mais tout le monde fait du ni droite, ni gauche. Emmanuel Macron, en même temps, c'est du ni droite ni gauche. Oui. D'une certaine manière, en fait, cette stratégie-là a peut-être vécu, et c'est peut-être ce qu'essaie ou ce que va imposer Bardella, c'est-à-dire, si on veut continuer à gagner des électeurs, il ne faut pas les gagner sur le ni droite ni gauche, qui est déjà usé à la corde par Macron et par d'autres. Donc, il faut peut-être se rapprocher de ceux qu'on pourrait ponctionner chez les LR qui sont prêts à nous rejoindre, parce qu'ils ont des théories plutôt à droite, ou le RPR des années 90, et là, eh ben, bien joué de la part de Bardella, dire à Bellamy et à Moreno ce matin sur RTL, au fait, quand est-ce que vous nous rejoignez ? Et reconquérir aussi peut-être Reconquête. Didier Maistre. Oui, cette question, elle est complexe, parce qu'en fait, cette stratégie, pour reprendre le terme d'union des patriotes, elle est vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce que sur le point d'achoppement principal, qui est l'immigration et le rapport à la francité, à l'identité, le Rassemblement national et AFIDE ne sera jamais d'accord avec la France insoumise, pour faire court. Donc, cette histoire, cette affaire a vécu. Pourtant, quand on regarde les choses de manière tout à fait dépassionnée, on peut trouver beaucoup d'accords, effectivement, sur le programme commun de 81. C'est un peu les mêmes thématiques, le SMIC, l'âge de la retraite, les nationalisations, la non-financiarisation de l'économie sont très discrets, effectivement, sur l'Europe. Mais cette stratégie, il faudrait, pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit portée de façon un peu subliminale, si j'ose dire, mais que les orientations données soient claires. Et ce qui fait peur à une partie des citoyens, c'est qu'avec la gauche, on ne va pas s'occuper du régalien, on ne va pas s'occuper de l'immigration, on ne va pas s'occuper de l'insécurité. Mais ce qui fait peur aussi à droite, c'est que l'ultralibéralisme, les profits, à un moment où on a besoin de solidarité après le Covid, le conflit en Ukraine, le renchérissement du prix du gaz, de l'énergie, etc. Donc c'est très compliqué. Oui, donc c'est une histoire. C'est pas du tout le programme économique de Marine Le Pen. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Elle rassure. Les patriotes de gauche peut-être peuvent se retrouver. Alors la question de l'immigration, de la sécurité, oui, là on voit bien que l'islamo-gauchisme actuel ne permet pas. Non, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est comment Jordan Bardella va-t-il pousser le curseur avec beaucoup de finesse, pour rester quand même dans l'illusion d'un patriotisme au nom de l'intérêt supérieur de la nation, la solidarité, le social, en évitant les pièges du sociétal, les pièges excessifs, le wokisme, une écologie radicale, stupide et désincarnée. Bon, il n'y a pas de... Mais donc voilà, c'est cette alchimie qui va essayer de continuer en l'orientant, je ne dirais pas un peu plus à droite, mais vers un peu plus de réalisme et d'identité, parce que les Français sont en recherche d'identité. Et ça me paraît être le point le plus compliqué. Justement, on va l'écouter pour savoir ce qu'il pense, pour savoir ce qu'il compte faire du parti. Sur le fond, il dit qu'il ne changera rien et restera sur la ligne tracée par Marine Le Pen. Regardez. Nous continuerons à marcher sur nos deux pieds, en occupant tout le spectre politique, en nous préoccupant à la fois de l'inquiétude sociale de la fin du mois, comme l'urgence vitale de la fin de la France. Une France qui voudrait culpabiliser les Français, faire de l'identité un gros mot. Une France qui protège les squatteurs contre les petits propriétaires, qui laisse libres ses bourreaux et des étrangers multirécidivistes déambuler dans nos rues. François Coq, j'ai l'impression que Jordan Bardella est en train de faire du en même temps. On sent qu'il veut rassurer ceux qu'on dit traditionnellement marinistes sur le social. Et dans le même temps, il a quand même casé le mot qui fâche, celui d'identitaire. Il est peut-être en train de sortir de courir un deuxième lièvre, finalement. Jusqu'à maintenant, le Rassemblement national se contentait d'avoir en ligne de mire l'élection présidentielle. Et passer d'une élection présidentielle à l'autre se servait uniquement de certaines élections intermédiaires, comme les élections européennes, de tremplin qui pouvaient l'aider à franchir des pas. On voit bien que la stratégie a changé sans changer. C'est-à-dire que Marine Le Pen continue à avoir la 2027 en ligne de mire, mais Jordan Bardella, lui, a pour objectif, pour aider à 2027, mais aussi en tant qu'objectif propre, d'incarner la meilleure opposition de France et de prendre la tête d'un possible rassemblement qui serait minoritaire aujourd'hui dans la sphère tripartite que nous connaissons, avec d'un côté un bloc de gauche, le bloc macroniste et un bloc de droite, de prendre la tête d'un rassemblement de droite qui
sur un malentendu, peut très bien, dans une dissolution à venir ou autre, l'emporter et obtenir le pouvoir, comme ça peut être le cas en Italie. Finalement, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour le Rassemblement national. Il n'y a plus que l'élection présidentielle, il y a aussi ça. Là où il faudra voir, c'est est-ce que ces deux objectifs ne vont pas à un moment ou à un autre être contradictoires. Ce n'est pas la même chose que de parler à un segment électoral que de s'adresser largement pour faire plus de 50% à l'élection présidentielle. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant dans son discours, c'est pas son meilleur discours, on l'a dit, c'est vrai, mais il a fait très attention à la sémantique, au champ lexical, etc. Bon, j'ai pas tout écouté, mais il ne parle pas d'union des droites, il fait pas ces erreurs-là. Et donc ça, c'est très important parce que, comme je disais, en fait, je suis assez d'accord, c'est une nouvelle stratégie avec l'ancienne stratégie. Hein. Donc c'est vraiment important d'avoir les bons mots, rassurer un petit peu sur l'identité de la France au sens profond, ce vieux fond républicain français, la solidarité, le droit du sol, le mérite républicain, le régalien, mais en disant attention, soyons réalistes, il y a quand même aussi devant nous des défis, l'immigration, la sécurité. Et là, il appuie où ça fait mal quand même. Voilà. On va conclure pour cette première partie. Restez avec nous. On va continuer bien sûr ce débat sur l'avenir du Rassemblement national, désormais incarné par Jordan Bardella. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national. Quelle impulsion va-t-il donner au parti? Voyez ce qu'en pensent d'abord les militants qui l'ont plébiscité. Regardez. Il incarne la continuité parfaite avec Marine Le Pen. Il faut bien sûr saluer le travail de Marine Le Pen depuis maintenant 10 ans, qui a fait un travail formidable pour notre parti, qui l'a fait vraiment grandir. Et Bardella s'inscrit dans cette continuité pour préparer la victoire de Marine Le Pen en 2027. Cette journée est pour nous la suite par rapport à Marine, ce qui est très important puisque moi-même, ayant voté Jordan, j'attends une continuité et la même assurance que j'avais pour Marine. Le travail qu'il a fait était très intéressant, il a apporté de la jeunesse, il a apporté des nouveaux cadres, il a apporté une nouvelle direction aussi. Et je pense qu'il fait des ouvertures. Ce sera l'homme des ouvertures vers peut-être d'autres groupes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. L'homme des ouvertures qui va peut-être attirer la jeunesse. Est-ce que c'est votre sentiment, Jean-Frédéric Poisson? Est-ce que c'est ce qui manque? Vous savez, d'abord, la jeunesse, ça manque dans tous les partis politiques, premièrement. Deuxièmement, c'est toujours difficile de faire vivre des mouvements de jeunes à l'intérieur des formations politiques, qu'elles soient petites ou grosses. Et troisièmement, je vois beaucoup de jeunes, moi, qui, au contraire, commencent à prendre leur distance par rapport à la chose publique, plutôt que de s'y réinvestir. Alors, ils ne feront pas tous des crises d'angoisse écologique, comme celui qui s'est accroché au Panthéon l'autre jour et qui a davantage eu peur du gaz carbonique que de se casser la figure depuis le toit du Panthéon, d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a un truc qui ne va pas tout à fait rond dans sa tête non plus. Mais je ne sais pas si les jeunes attirent les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, j'en sais rien, j'ai jamais. Je crois que ce sont des mécaniques qui sont trop simplistes pour ça. Je pense qu'on attire les gens. Dans un parti politique, ils sont attirés par la cohérence du message parce qu'ils se retrouvent dans le projet qu'on porte et qu'ils ont confiance dans celui qu'ils portent. Si M. Bardella arrive à faire ça, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'autres dirigeants des partis politiques ne font pas. C'est pour ça que les choses stagnent. Et vous évoquiez tout à l'heure, Éric Revel, le congrès des Républicains. On peut évoquer le congrès des socialistes aussi, qui aura lieu au mois de janvier et dans des circonstances d'ailleurs à peu près comparables. Donc c'est une année de congrès cette année. Le Rassemblement national de toutes ces formations politiques est peut-être celle qui donne l'impression d'avoir le projet politique le plus structuré et le plus appétissant, même si quand on regarde de près, il n'est pas sans faille, ni sans trou dans la raquette, ni sans incohérence, pour être tout à fait précis. Alors on a entendu parler de continuité de tandem, c'est ce que veulent les militants. Est-ce que ce tandem va tenir? Didier Maistre, comment vont se répartir les rôles finalement? À mon avis, il tiendra, puisque Marine Le Pen tiendra le guidon et Jordan pédalera, Jordan Bardella. C'est elle qui mène la danse toujours? De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, elle a une espèce d'autorité morale. C'est son aîné, il est tout jeune, il ne va pas s'émanciper, non pas tuer le père, mais la mère, puis il doit en tuer deux, là, du coup. Mais non, c'est compliqué. Je pense qu'elle tient fermement la barre et qu'elle a eu l'intelligence de justement propulser quelqu'un d'autre à la tête du parti qui aura une petite musique qui ne sera pas forcément différente, mais qui l'interprétera un petit peu différemment, qui va
mettre un peu plus l'accent sur les cordes, un peu plus sur les violons, un petit coup de trompette par-ci, etc. Mais dans une ambiance générale et une symphonie qui sera quand même orchestrée par Marine Le Pen. Moi, ça me semble évident. Ouais, Alors, il y a un premier elle juge. garde les rênes. Jean-Frédéric Coës. Il y a un premier juge de paix qui va être intéressant, ce sont les élections européennes. Oui. Ça arrive dans 1 an et demi. Jordan Bardella a tiré la liste du Rassemblement national il y a 3 ans et demi maintenant. Il recommencera sans doute. Ou une éventuelle dissolution Dans 1 an et peut-être demi. avant. Mais... J'y crois pas du tout. Mais je ne sais pas si vous avez prévu d'installer ce thème à l'ordre du jour, mais c'est ça pour le coup. On n'en sait rien. Mais Cette espèce de bluff me muse beaucoup autour de la Oui, dissolution. vous n'y croyez pas. Pas une seconde. Je vois pas pourquoi, je vois pas au nom de quoi, je vois pas pour quel bénéfice, j'arrive Et pas à c'est comprendre. pour ça qu'elle se fera. Ben voilà, c'est Parce ça. que je suis incohérent. Bah, au nom de quoi? Au nom de la Et donc, cacophonie et donc peut-être. Jordan Bardella, on verra bien son premier étalonnage en quelque sorte, c'est le scrutin des européennes de juin 2024, dans lequel on verra si effectivement il a réussi ou non. On pourra dire si effectivement il a réussi sa première année de présidence ou pas. C'est intéressant à voir. Vous disiez une dissolution au nom de quoi? Au nom peut-être de la cacophonie qui règne à l'Assemblée en ce il s'en moment. tire très bien. Dernier épisode en date, ce député qui lâche une phrase qui a fait qu'il a eu de lourdes sanctions. Regardez d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Directrice d'école. qui a justement l'Assemblée a prononcé la censure avec l'exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. François Coq, selon vous, ça sert ou ça dessert le Rassemblement national, cet épisode? En tout cas, le fait d'avoir passé le témoin pour Marine Le Pen la protège en partie d'épisodes comme celui-là. Voilà. C'est à Jordan Bardella de gérer ça. Et d'ailleurs, il n'était pas encore élu, que c'est lui qui s'est retrouvé en première ligne. C'est lui le premier qui a communiqué lors de cet épisode. Donc elle se met en partie à l'abri et elle a tout intérêt effectivement à faire ça. Le deuxième aspect, c'est que on voit cet épisode-là, mais on voit qu'il n'y a pas de dynamique encore pour l'instant. On parle de la question de la dissolution. Il y a un sondage qui est sorti on va vous le montrer d'ailleurs ce week-end. Ouais. Et dans le sondage qui est sorti ce week-end, on voit finalement que la scène politique est à l'arrêt. Mais j'allais dire, comme elle est à l'arrêt depuis 5 ou 6 ans. On voit que le Rassemblement national progresse et reconquête aussi. Hein. Oui, plus progresse d'un point, les uns et les autres. Quand la gauche perd un point ou deux, quand Emmanuel Macron reste globalement stable. Bon, globalement, c'est un sondage où les équilibres sont maintenus. C'est ça qu'il faut voir. Il faut tirer de cet enseignement. Le principal enseignement, à mon avis, à mon sens, est plus à gauche qu'à droite, puisque la gauche n'a absolument pas bénéficié du climat social que nous avons connu en cette rentrée, et donc ferait moins bien si l'élection avait lieu aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Alors et il n'y a pas de dynamique. Et il n'y a pas de dynamique spécifique, en tout cas, au sein de la droite et du Rassemblement national. On aurait pu penser qu'ils incarnaient la meilleure opposition parlementaire, selon les enquêtes d'opinion, qu'il faut prendre avec des pincettes quand c'est à froid comme cela. Ça ne se traduit pas instantanément aujourd'hui. Donc, on voit que les dynamiques qui existent encore aujourd'hui dans la société, qu'on a encore pu voir avec les mouvements sociaux et populaires ces dernières semaines, ne se retranscrivent pas, pour l'instant, dans le champ politique et institutionnel. Peut-être dans le deuxième sondage, si les Français votaient aujourd'hui pour la présidentielle, on voit que Marine Le Pen gagne quand même 6,5 points, c'est pas rien. Oui, elle gagne 6,5 points. Là, on est plus sur des personnes qui sont affectées les unes les autres par les dernières séquences. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas sur les grands équilibres politiques. Le plus, il n'y a pas de mouvement social populaire, en fait, pour l'instant. Il y a un mécontentement social, il y a une exaspération, il y a des gens qui vivent de plus en plus mal, qui sont de plus en plus inquiets, tout ça est juste. Mais l'hiver n'est pas arrivé encore. Hein. Non, mais il n'y a pas encore d'expression collective au sens où il a pu y avoir il y a quelques années. Quand ça se produira, moi je pense de manière plus grave, plus embêtante sous un certain rapport, que l'état actuel de la gauche ne lui permettra pas d'incarner ce mouvement social et de se porter à la tête des revendications, parce que sa désunion est... quel est le spectacle que donne la gauche depuis la rentrée politique? C'est les incartades et les propos déplacés de Sandrine Rousseau. Ce sont l'ANUPS qui instrumentalise l'épisode de la semaine dernière d'une manière qui est lunaire. Enfin, j'ai eu l'honneur de siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant un certain nombre d'années. Pour vous, c'était du cirque. Si on censurait tous les gens de la bouche desquels sort une parole non maîtrisée parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont exaspérés, parce qu'ils ont envie de faire un bon mot. C'est le causé, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Assemblée a sanctionné. Hein. Non mais franchement, c'est pas... c'est pareil, si tous les fauteurs de troubles devaient être mis dehors, il n'y aurait personne qui serait sur ces bancs. Il faut quand même arrêter avec ça. C'est
c'est de la manip, mais enfin, c'est de la mauvaise télé-réalité, avec un mauvais scénario, de mauvais acteurs, et enfin, tout est mauvais dans cette affaire. Donc il n'y a pas de dynamique, parce que il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de projet, il n'y a rien de tout ça. Vous disiez il y a quelques instants, la vie parlementaire ou la vie politique en France est à l'arrêt depuis 5 ou 6 ans, c'est malheureusement vrai. On pris le relais, les décisions des juridictions, pour notre malheur à tous d'ailleurs, et puis l'Europe qui prend les décisions à notre place. Voilà, la réalité politique française, c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui est dramatique. Oui, je voudrais aussi apporter peut-être un propre bémol à ma métaphore sur la musique. Je ne voudrais pas non plus être injurieux vis-à-vis de Jordan Bardella, qui a sa personnalité propre. Hein, ça rappelle le mot d'un poète célèbre, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ou Mazarin, on connaît bien l'histoire. Vous voyez, je pense que c'est un duo, c'est toujours un petit peu dialectique. Il y a des nuances qui s'exercent, des personnalités, des différences. Et c'est ça qui va être intéressant à observer. Bien sûr qu'il va rester sous le magistère de Marine Le Pen, mais il pourra aussi, jusqu'où pourra-t-il aller trop loin? C'est ça la question qui me semble lui est posée à l'ensemble des Français. Et est-ce qu'en allant trop loin, ça va être de nature à ramener des gens vers le Rassemblement national, ou est-ce que ça va l'en écarter? Et il y a une première échéance, effectivement, qui est 2024 avec les européennes. Ça va être très intéressant à observer, parce que la doctrine a changé. On ne parle plus de sortir de l'Union européenne. Après, il fallait l'amender de l'intérieur. Maintenant, ça a complètement disparu. Et on voit bien même que, allez, appelons ça les droites nationales, l'extrême droite, même si en Italie... Mélanie a appelé ça le centre-droit, avec beaucoup d'humour. Je dirais que cette thématique, vous voyez, elle a pratiquement disparu. Et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'a de cesse ensuite que de donner des gages à l'Union européenne de sa bonne tenue, de son côté raisonnable et rationnel. Donc, sur quoi va-t-il faire campagne? Alors ça va être... pour moi, c'est une vraie interrogation. Ouais. Eric, vous avez peut-être la réponse? Ah bon, non, j'ai pas la réponse. Cas, juste un mot sur la dissolution, à laquelle je ne crois pas non plus, mais on va sans doute se tromper collectivement, parce que si elle arrive après-demain, on aura l'air malin. N'oublions pas que nous avons Macron. Mais je vais vous dire, moi, à mon sens, c'est un coup de bluff de Macron, parce qu'en fait, il veut absolument tordre le bras des Républicains. Comme les Républicains, ce sont ceux, sans doute, qui ont le plus à perdre en cas de dissolution en nombre de sièges au final. Oui, en fait, il leur dit, il ne me reste plus qu'un 49-3, les cocos, j'ai des réformes à faire passer. Si vous me lâchez en reste campagne, et vous ne me soutenez pas, vous votez une motion de censure, très bien, alors moi je dissous, et là vous allez tous au bain, ou une grande partie d'entre vous. Bon, je pense que c'est un petit jeu avec les Républicains. Mais même ça, j'entends l'argument, hein. Mais on voit bien que quel est l'enjeu de l'année qui vient jusqu'à la fin de la session ordinaire? C'est la réforme des retraites, qui est promise pour le printemps. Il y a aussi l'assurance chômage, mais disons la réforme des retraites, qui est sa réforme mère. Le seul truc qu'on retient de Macron depuis 6 ans, c'est que je veux faire une réforme sur les retraites. Les Républicains, tous les gouvernements. Les Républicains. Non, mais il y en a une pour tous les gouvernements. On fait au moins une d'ailleurs. Enfin, quand même, c'est pas la première fois qu'on réforme les retraites. Que les LR soutiennent. Mais oui. Donc, enfin, il n'y aura même pas besoin d'utiliser le 49.3 pour la réforme des retraites. Donc ça veut dire, enfin, je ne comprends pas. Rappelons-nous quand même, en 97, au moment où la droite avait tous les pouvoirs, que Chirac a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Grosse erreur. Une allocution télévisée, et il a même dit, j'ai encore ces mots en tête, pourquoi alors qu'une Assemblée fonctionne C'était complètement irrationnel. Et pour vous dire, c'était une dissolution de confort, comme dit Fabius. L'irrationalité du monde politique. Moi, j'étais en campagne à l'époque. À Toulon, j'avais Jean-Louis Debeau au téléphone. Je lui dis, tu sais, Jean-Louis, ça va pas être facile. Parce que là, tous les gens qu'on voit sur le terrain, c'est l'horreur. Et il m'a dit, tu te trompes. Nous aurons une victoire plus éclatante qu'en 93. J'ai encore ces mots qui me claquent à l'oreille. Donc, vous voyez, le rationnel dans le monde politique... Non, mais il y avait quand même une phrase, pardon. Il y avait quand même un problème. Le projet de réforme... Enfin, on va faire un peu d'histoire, si vous voulez bien. Bien sûr. Le projet de réforme de sécurité sociale d'Alain Juppé, qui a mis 4 mois de grève dans la rue, a quand même subi l'abstention de 130 députés de la majorité. Vous m'entendez ? 130 députés sont abstenus, le texte est passé quand même. Donc, quand vous en arrivez à cette masse... Enfin, il y avait 75 députés d'opposition sur 577 ou 80, 90. Donc, il y avait un moment où... Bon, donc vous allez dans mon sens. C'est-à-dire que parmi les LR, comme vous avez la NUPES qui votera contre,
vous aurez juste le groupe Renaissance qui votera pour. Si une partie des LR vote... Mais ils le voteront. vous venez de dire vous-même qu'il y a quand même des députés de la majorité qui ont voté contre. Non, mais oui, mais donc ça peut arriver. Ça dépend comment elle est présentée. Ça dépend de leur agenda personnel. Éric Revel, à l'époque, ils sont abstenus à 130 parce que qui s'abstiennent à 250, le texte passe quand même. C'est ça que je veux dire. D'accord. Le texte sera présentable, Éric Revel, vous croyez Non, c'est pas le cas. Non, mais le pari que fait Macron... Alors, on n'est pas dans sa tête, bien sûr. Heureusement. Mais heureusement, parce que on veut garder nos facultés Oui, mentales. deux personnes, sauf dans la nôtre. Pas de candidat à ce qu'il Australie, pour le coup. Est-ce qu'une dissolution lui procurerait davantage de marge de manœuvre et de confort? C'est toute la question. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on parlait du centre tout à l'heure et de ce ni droite ni gauche qui continue de faire florès, en tout cas pour la Macronie. Lui, il se nourrit de quoi? De la déliquescence de la démocratie, des autres partis, de l'incapacité des oppositions à voter ensemble une motion de censure. Donc, plus c'est le maelstrom, plus c'est je ne prononcerai pas le mot parce que nous avons quelques politesses, plus il s'en sortira avec les honneurs, Macron. Il ne se nourrit et il ne fleurit, si j'ose dire, que sur ce terreau en décomposition. François Coq, votre avis sur la question? Je nous invite à nous méfier de cette possibilité de dissolution. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'irons pas au bout de ce quinquennat avec la non-majorité actuelle et qu'il y aura un moment ou un autre dissolution. La question n'est donc pas tant de savoir s'il y aura dissolution, mais quand elle va intervenir. Et pour qu'il y ait dissolution, il faut regarder quelles sont les conditions qui peuvent permettre cette dissolution. Soit il y a une crise exogène importante qui permet de poser la dissolution, soit elle intervient après un succès électoral partiel qui permet de s'asseoir sur une dynamique et de se repropulser un petit peu plus loin, soit il faut sortir l'argument de « voyez bien, c'est la chienlit, c'est le chaos au niveau institutionnel », ce qui, soit dit en passant, est quand même un petit peu le cas. Le spectacle qui est donné depuis des semaines de l'Assemblée nationale fait qu'à un moment donné, le président peut dire « bon, on siffle la fin de la récréation, là, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, les gens ne sont pas raisonnables ». Il y a un certain nombre d'éléments qui sont en train de s'aligner et qui pourraient peut-être lui donner une fenêtre de tir alors qu'on l'attend pas vraiment. S'il y a trop de mécontentement dans la rue, est-ce que ça pourrait provoquer on a tous en tête quand même le fait que le gouvernement de Michel Rocard faisait passer quasiment tous ces textes au 49.3 quand même. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas eu la réforme de 2008, vous en passiez autant que vous vouliez. J'entends bien. Et comme c'était un homme de gauche, personne ne criait à la fin de la démocratie. Le problème d'un gouvernement en face de son Assemblée nationale, qu'est-ce que c'est? C'est que les textes soient adoptés à la fin du compte. Point. Et de rester en place. Et ça a marché jusqu'ici, ça peut fonctionner très 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 longtemps. Donc c'est vrai, il peut y avoir des conditions où vous avez les exogènes, et je suis parfaitement d'accord avec ça, je ne vois pas moi... Enfin, on dissout l'Assemblée parce qu'elle ne fonctionne plus en réalité. Et quand l'Assemblée ne fonctionne-t-elle plus? Réponse, quand on ne peut pas adopter les textes. Je suis d'accord là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée, même de façon illusoire et en façade, fonctionne. Les institutions continuent de fonctionner. Bien sûr. La question qui est posée... Oui, mais c'est le spectacle, en tout cas. Non, mais la question qui est posée par Jean-Frédéric Poisson tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a dans l'opinion publique, ou est-ce qu'il y a un mouvement social de nature à se fédérer, pas pour l'instant. Donc tant que dans la rue, si vous voulez, avec tout ce qui s'est passé, et je pense que vous avez raison de le dire, on verra, l'hiver approche, les gens vont découvrir leurs factures. Si le premier du mois, ils payaient 200 € de gaz, ils vont avoir 1200 € à payer, c'est peut-être de nature à changer j'ai envie de dire, lorsque l'Assemblée nationale ne tient pas, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas au gouvernement de gouverner, et qu'il ne se passe rien dans la rue, ça peut tenir, pas très longtemps, mais ça peut tenir. Inversement, quand c'est le bazar dans la rue, mais que l'Assemblée nationale tient, ça peut tenir. C'est quand les deux fonctionnent plus que ça. Et là, je pense qu'on donner un coup d'arrêt. Ah oui, mais là, on en est quand même. Allez-y, alors, prédiction. On n'aime pas trop les prédictions. On cherchait ensemble l'événement qui pourrait provoquer une dissolution, parce qu'il faut des circonstances. Quel est le meilleur moment? Alors, il y a aussi des gens, disons des politiques de premier plan, qui me disent... autorisés, comme disait Coluche. Il y a des milieux autorisés, très autorisés, qui me disent il y a peut-être une fenêtre des tirs sur un moment heureux, qui serait peut-être le seul, parce qu'en fait, là, toutes les nouvelles qui vont succéder vont être terrifiantes. Non, pas la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques. La petite musique, c'est les Jeux... En fait, un pays qui organise les Jeux Olympiques, souvent, il a beaucoup plus de médailles qu'il n'en aurait s'il faisait une Olympiade d'ailleurs. Ça, c'est dur. Donc, si on n'a pas de médailles... Oui, mais ça, c'est du pain et des jeux. Enfin, depuis les Romains, c'est pas un souci. Et alors, moi, il y a des gens qui me disent, mais en fait, le seul moment un peu béni
sur lequel il peut tomber, ça peut paraître bizarre, c'est les Jeux Olympiques, parce que si on a un vrai, voilà, si on oublie un peu pendant cette période, si on a des médailles, etc. Et là, il pourrait bénéficier. C'est ce que j'ai entendu. Rentrée 2024. On va essayer de suivre. Guy Drut, reviens, s'il te plaît. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on écoute Marion Maréchal qui s'est dit déçue, justement. Elle ne sent pas que Jordan Bardella veuille faire l'union des droites pour l'instant, en tout cas. Écoutez-la. Le temps nous indiquera si Jordan Bardella a une ligne et une stratégie qui lui sont propres. C'est regrettable que le nouveau président du Rassemblement national reste dans l'idée qu'il peut gagner seul et qu'il n'y a pas besoin d'alliance pour atteindre le pouvoir. Lui et Marine Le Pen ont déjà refusé cette idée de coalition lors des dernières législatives. S'il y avait une dissolution, j'en conclus qu'il refuserait de nouveau. Gagner seul, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marion Maréchal, Jean-Frédéric Poisson à l'époque? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question qui est posée à Jordan. J'ai commencé par ça. La seule question qui lui est posée, c'est de savoir s'il modifiera ce qui est jusqu'ici la ligne politique du Rassemblement national en termes d'alliance électorale. Il a le temps, là, pour le coup. Alors, je réponds très tard, pardon, à la remarque que vous faisiez tout à l'heure sur la proposition envoyée à François-Xavier Bellamy et Nadine Morano. Je connais déjà la réponse, ce sera non. Ouais. Et de toute façon, ça ne peut pas fonctionner si c'est simplement de l'aspiration de personnes, fussent-elles talentueuses. Pourquoi ce serait non? C'est le non Rassemblement national. Mais bien sûr, oui. Mais refonder totalement le parti. Oui, ça, alors pour le coup. Avec qui à la tête de ce parti? Nadine serait davantage peut-être capable que François-Xavier Bellamy pour des questions qui tiennent à sa psychologie et à son histoire politique, mais je pense qu'ils ne le feront pas. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient intérêt à le faire par ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle d'une coalition électorale dans laquelle le plus lourd pèse le plus lourd, ce qui me paraît logique. Il n'y a pas d'autre possibilité de faire que ça. Mais cette idée qu'on va aspirer les personnes une par une ne me paraît pas la bonne stratégie. Mais Jordan Bardella est élu depuis 24 heures ou 48 heures. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il peut gagner tout seul? La réponse est non. Même si elle ne fonctionne pas, ce qui peut fonctionner en tout cas, c'est de distiller ça dans la tête des gens en disant bon, c'est le plus fort qui propose. C'est la responsabilité sur ceux qui viennent pas. Et c'est le plus fort qui propose. Bon, soyons magnanimes, ils veulent pas. Allez, une colle pour finir ce débat. Bardella, ça veut dire bardel en français. Est-ce que vous savez ce qu'est une bardelle? Non, Eric ne me regarde pas, il ne sait pas. Moi, je sais, mais j'ai triché. Personne. Alors, Didier, c'est quoi? Je ne vais pas faire le malin. Je vais pas faire le malin. Une barre en fer. Non, une bardelle. Allez, Didier, vous connaissez la C'est une selle plate avec de la bourre dedans, une selle de cheval, par exemple. Oui. Une selle de cheval, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? On peut peut-être... On peut s'asseoir dessus, voilà. On peut faire cavalier seul, on verra. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de ce débat. Et on va passer au coup de gueule et au coup de cœur. Jamais fou. Allez, on va passer au coup de gueule pour l'instant. Et c'est cette nouvelle vidéo publiée par Emmanuel Macron à la veille de l'ouverture de la COP27 où l'on voit le président qui dit aux internautes « Posez-moi vos questions ». Regardez. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique? C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Alors, je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions. Voilà, qui veut réagir? Didier Maistre, allez. Qu'est-ce que vous pensez du président qui se transforme en expert du climat? Déjà, dans cette période de conflit, j'ai envie de dire vive les gars de la narine. Parce qu'il se filme. Non, n'interprétez pas mes propos de façon fallacieuse. Je vais devoir quitter ce plateau. Non, c'était simplement une allusion. Moi, je vois bien ce que vous avez en tête, des substances illicites, mais loin de moi cette idée. Non, parce qu'il y a l'esprit aussi tordu que vous. Et ce film comme ça en contre-plongée, et on voit la profondeur de ces cloisons nasales. Va-t-on accéder à son cerveau? Voilà, donc je trouvais ça déjà intéressant. Sur la forme, moi, franchement, je vois ça après avoir traversé une rue sombre,
En rentrant chez moi, je tombe sur une vidéo comme ça. Ça vous fait peur. J'ai un peu de mal à m'endormir, si vous court. voulez. Voilà, c'est Allez, ce que j'ai à dire. Jean-Frédéric Moi, Poisson, j'ai envie d'inviter Gérald Darmanin à lancer un appel, un flash avis à disparition, parce qu'on ne sait pas où est passé le ministre de la Transition écologique. c'est vrai. Ah non, je croyais qu'il avait C'est une vrai, tête de donc mal. Il y a un ministre, il s'appelle C'est pas Christophe faux. Béchu, c'est Ah oui. l'ancien maire Eric. d'Angers. Ah oui. Alors, On ne c'est- sait pas où il est. Mais Le voilà. président a raison d'attirer l'attention. C'est un sujet quand même très lourd, très grave. Les 8 dernières années, c'est les plus chaudes jamais enregistrées. Vous avez la COP27 à Sharm el-Sheikh, où les Américains et les Chinois ne viennent pas, donc il ne s'y passera rien. Et vous avez, dit l'ONU, d'ici 20 ans, 25 ans, 250 millions de personnes qui vont se retrouver dans l'eau et qui vont donc migrer. Vous voyez, c'est un sujet L'heure est grave, bien sérieux. sûr. Mais est-ce que le Non, mais président est il la meilleure personne pour l'incarner? Sans parler de ce qu'on a François Coq. promis financièrement aux pays en voie de développement depuis Copenhague en 2009 et qu'on ne tient jamais. Mais c'est ça. Non, mais c'est un sujet sérieux, mais justement, Ben voilà. le Faut média le sur traiter lequel il se produit ne le rend pas sérieux. Et je ne suis pas sûr que le discours qu'il a tenu justement cet après-midi à Sharm el-Sheikh soit un discours où il répond aux demandes de tout le monde et finalement il a le ministère de la parole sur ce sujet-là, permettre d'aller au bout. Mais juste un point, vous vous souvenez quand même que pendant le Covid, et le reste d'ailleurs pendant tout le quinquennat précédent, on a eu tous les 3 mois un nouveau numéro vert. Dès qu'il y avait un souci, ils ouvraient un numéro vert. Bon, mais maintenant on sait que directement le numéro vert, c'est Emmanuel Macron qui est au bout du fil quand même. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, si vous avez un souci ou une question sur les questions écologiques, appelez-moi. C'est pas lui qui va répondre, on est mais d'accord. On est bien d'accord, mais on est encore dans incroyable. Attends, je voudrais quand même dans cette rappeler façon deux, de faire. trois faits. La Convention climat qui a été balayée. Le fait qu'il a fait sa campagne présidentielle, on va être sérieux, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Éric Revel, c'est un sujet d'importance qui ne mérite pas d'être traité comme ça. C'est un sujet sérieux. Donc la Convention climat balayée. Deuxièmement, il a fait sa campagne présidentielle sur l'urgence écologique. Il a même repris le point principal du programme porté par ce qu'on appelait, c'était pas encore la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, l'Union populaire, sur la planification écologique. Et il nous a dit en prime que la première ministre, ou le premier ministre qu'il allait nommer, c'est ce qu'il a fait avec, par l'intermédiaire, le truchement d'Elisabeth Borne, serait flanqué de 2 ministres délégués pour s'occuper de la transition écologique, énergétique et du climat. Ils sont où, ces gens? De quoi nous parle-t-il? Alors, est-ce qu'il va régler les problèmes de la planète en faisant des petites vidéos de TikTok ou en se filmant devant un tableau d'art aborigène? La question, la question, elle est vite répondue. Ouais. On se souvient qu'il avait dit Make our planet great c'est again. une honte. La vérité, c'est que c'est une honte. Comment va son comité national de la refondation? Ah ben ça a disparu aussi. Mais non, mais, Ouais. non, mais Christophe Béchu qui prend des mines attristées, qui va voir, ah ben oui, il est allé cet été pour les feux de forêt dans les Landes. Ah, il fait chaud, hein. Oh là là. Il est allé dans le Maine-et-Loire. Dans le Pas loin Maine-et-Loire. de chez lui, en plus. Il fait chaud, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud? Il faut faire quelque chose. Ah bah oui, il faut faire quelque chose. Il ne s'agit pas d'en parler C'est uniquement. une pantomime. C'est dramatique, c'est tragicomique. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous voulez, quand vous voyez une vidéo comme ça, on ne peut rien dire d'autre. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Maisto. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur RT France et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur notre antenne.